Donc c'est une conférence qui est co-animée par les Instituts Carnot, le pôle Accéléra et un témoin entreprise dont vous voyez les noms des intervenants. Donc on va démarrer par une présentation à 3 voix de l'offre Carnot sur le domaine de l'éco-conception et du recyclage des plastiques. Ensuite, Laure Hugonnet, directrice innovation d'Accéléra, parlera plutôt des questions de recyclage chimique. Et Raouf Medigmag parlera, il est dans ce domaine du recyclage chimique, donc il va nous raconter plein de choses intéressantes. Donc je donne tout de suite la parole à Géraldine Gouillet. Bonjour à tous. Alors il faut passer la prochaine slide. On a un truc, ok. On a le pouvoir, tout va bien. Ok. Juste une petite slide pour vous rappeler ce que sont les Carnots. Et donc l'objectif des Carnots, il y en a 39 en France dans tous les domaines, c'est d'apporter des réponses à vos besoins en recherche et innovation. Donc comment on fonctionne ? Généralement, c'est un guichet unique, donc vous avez des agents de prospection qui sont là pour vous écouter vos besoins, et ils vous mettent en relation avec les meilleurs experts, les meilleurs chercheurs qui composent leur Carnot pour vous proposer des solutions adaptées via un partenariat personnalisé. Et donc on établit un contrat de prestation, de service, de recherche ou d'études pour réaliser donc ce travail. Et c'est très simple et c'est très agréable pour tout le monde. On va rester comme ça. Et on reste à votre disposition pour en parler un peu plus. J'appuie sur quel bouton? J'ai éteint. Ça commence fort. C'était celui-là. Et ça passe. Donc on revient sur la thématique du jour qui est les cycles de plastique et puis le recyclage et que peuvent apporter les Carnots sur ces matières. Et tout d'abord, bien, le plastique commence par la matière première qu'il va falloir concevoir, fabriquer, transporter, utiliser, récupérer, trier et recycler. Et ce qui est intéressant avec les Carnots, c'est qu'il y a des compétences pour vous aider sur toutes ces étapes du cycle de vie, que ce soit à l'éco-conception, pour l'amélioration de vos procédés industriels, au niveau de l'usage même et des propriétés de ces emballages et plastiques, au niveau du tri et du recyclage. En particulier, on peut vous soutenir dans tout ce qui est problématique d'analyse et de traitement. Et lorsqu'on parle plastique, on parle souvent également analyse de contaminants, voire d'ultra-traces de contaminants, qui sont importantes à la fois lors de l'analyse des matières premières que l'on va mettre dans le circuit ou au niveau du recyclage. Et donc nous avons des techniques pour pouvoir analyser tous ces composés via des déformulations de vos matrices, via des chromatographies gazeuses en 2 dimensions ou de l'utilisation de matériaux à empreinte moléculaire. Donc nous pouvons également vous accompagner pour vos démarches contrôle qualité. Les analyses et la maîtrise des odeurs sont des choses importantes tout au long du cycle de vie du plastique et nous pouvons là encore les analyser, les identifier, les quantifier. Nous pouvons même aller jusqu'aux analyses sensorielles et généralement les contrats que l'on a avec nos clients sont de résoudre tout ce qui est problème d'odeur et donc de les masquer et d'éviter leur production lors justement des procédés industriels, voire de les éliminer via des CO2 supercritiques, par exemple. Un autre point important, c'est l'amélioration de la stabilité de vos matrices. C'est important lors du stockage, du transport, de leur utilisation. Donc nous avons des experts en France pour pouvoir étudier le vieillissement de vos matrices en fonction de divers paramètres tels que la température, l'humidité, les cycles thermiques, le rayonnement UV ou la présence ou non d'oxygène. Enfin, quelquefois, il est nécessaire d'avoir des matériaux qui soient ignifugés. Et là encore, nous pouvons vous proposer des retardateurs de flammes phosphorés, biosourcés, que nous pouvons inclure lors de votre éco-conception. Nous pouvons évidemment réaliser les tests au feu, analyser le dégagement de COV et les émissions d'odeur. Enfin,
il est capital, toujours en particulier sur l'agroalimentaire, d'étudier et de maîtriser tout ce qui est migration et propriétés barrières aux molécules. Et nous avons des experts qui peuvent fabriquer, imaginer de nouvelles matrices, de nouvelles membranes permettant une perméation ou non à certaines molécules, comme l'eau, l'oxygène, le CO2, des solvants, des huiles, des arômes, que ce soit à l'état liquide ou vapeur. Il y a beaucoup de contrats industriels sur ces thématiques. Et enfin, j'ai mis cette slide sur un recyclage original qui est la dépolymérisation chimique ou biologique, qui utilise des catalyseurs verts, mais également des biocatalyseurs enzymatiques. Et cela permet de dépolymériser donc vos matrices et de reformer des monomères ou des oligomères, de les fonctionnaliser et de repolymériser, je vais y arriver, ces matrices, soit pour obtenir les mêmes polymères, soit obtenir des matrices avec des nouvelles fonctionnalités. Et je vais passer la parole à ma collègue Coralie. Merci. Donc maintenant, on va faire un focus sur les polymères biosourcés. Je vais juste repréciser que toutes ces offres, ces compétences qu'on présente aujourd'hui sont portées par 14 Carnot. Et voilà, donc on est tous présents, comme l'a dit Géraldine, et vous pouvez venir nous voir après sur nos stands respectifs. Donc le biosourcé, c'est vrai que c'est un enjeu majeur de ces dernières années. Et avant de parler un petit peu plus technique, moi je voulais déjà refaire un petit point rapide sur ce qu'est la définition. Le terme biosourcé, ça signifie que c'est un produit qui est en partie ou en totalité dérivé de la biomasse. Voilà. Donc un produit biosourcé n'est pas forcément 100% biosourcé. Normalement, c'est indiqué sur l'étiquetage. Ensuite, la question des bioplastiques. Qu'est-ce que c'est qu'un bioplastique ? Et surtout, est-ce que biosourcé, aussi un amalgame qui est souvent fait, c'est le biosourcé et la biodégradabilité. Alors c'est vrai qu'on va chercher bien sûr à être biosourcé et biodégradable, mais c'est pas forcément le cas, ou en tout cas c'est pas forcément une généralité. Et par contre, pour être un bioplastique, il faut être biosourcé ou biodégradable, ou les deux. Voilà. Donc ça, c'est juste des petits termes de définition, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses. Il y a du greenwashing en ce moment, et voilà. Donc ça, c'est des petits termes de définition. Donc on a dit biosourcé, ça veut dire biomasse. Biomasse, il y en a une diversité importante. On va retrouver des plantes comme les fibres végétales et tout ce qui est oléagineux. On va avoir aussi tout ce qui est micro-organismes avec les microalgues, les bactéries, les champignons ou les macroalgues. Et enfin, on a aussi tout ce qui est résidus organiques qui constituent ce panel. Alors là... Bon. Donc, quand on fait des bioplastiques, donc on part de la biomasse. Donc, il y a une première phase donc, qui va être d'aller extraire, fractionner cette biomasse, et pour en obtenir des blocs qui vont permettre ensuite, dans un second temps, d'aller construire ces biomatériaux. Donc après, une fois qu'on a eu donc, ces biomolécules, ces monomères, on va aller faire de la formulation et on va obtenir un matériau qui va donc avoir des propriétés différentes en fonction de son application. Donc on va chercher des propriétés mécaniques, isolantes, thermiques, anti-feu, des choses spécifiques pour le contact alimentaire ou la libération contrôlée de certaines molécules. Donc le panel d'application de ces produits biosourcés, il est extrêmement vaste, puisque ça va de l'emballage alimentaire en passant par les textiles, l'équipement électronique et électrique. L'habitat, on y pense assez souvent, et un marché auquel qu'on peut oublier, c'est tout ce qui est pharmacie et galénique, puisque il y a tout un enrobage qui peut être complètement biosourcé. Enfin, comme on l'a vu précédemment, une fois qu'un matériau biosourcé, il doit être aussi, ou plastique biosourcé, il a une fin de vie. Donc soit il peut être recyclé, soit il peut être trié. Et donc là, on va faire appel aussi à des choses comme l'intelligence artificielle ou des systèmes embarqués. Donc voilà, l'idée c'est de dire que le biosourcé, c'est pas une affaire que de chimie et de biotechnologie, c'est plein de choses, et c'est surtout aussi une volonté des acteurs de s'engager dans cette voie. Et maintenant, je vais laisser la parole à Sandrine pour les procédés innovants. Oui, merci.
Donc effectivement, pour mettre en œuvre les matériaux biosourcés qu'on vient de voir ou les réactions de dépolymérisation, on a besoin de procédés et les Carnot peuvent vous aider à développer et à mettre au point ces procédés. Alors, évidemment, donc pour produire des matériaux biodégradables, par exemple, comme on vient de le dire, pour faire de la régénération des matériaux par des procédés de recyclage mécanique, ou aller même jusqu'à revoir la conception de ces matériaux plastiques afin de prendre en compte leur fin de vie, et en utilisant par exemple des outils comme l'ACV, donc l'analyse des cycles de vie. Il y a aussi, dans les Carnot, on possède également toutes les compétences pour intensifier les procédés, les optimiser, ceci à la façon d'utiliser moins de matière, moins d'intrants, de diminuer les énergies nécessaires pour la mise en œuvre du procédé, et tout ça pour réduire les déchets de production. Et puis, dans les Carnot, on procède également, par exemple, on s'intéresse aux nouveaux procédés tels que l'impression 3D, c'est-à-dire la fabrication additive, ce qui permet aussi de réduire pendant la production la quantité de matériaux utilisés. Ici, un exemple. Par exemple, on peut mettre... il y a des Carnot qui s'intéressent à l'allègement des emballages, et on a toutes les compétences pour mettre en œuvre ces procédés, par exemple, par moussage mécanique et ensuite séchage. Enfin, donc on a parlé également, donc j'ai parlé de recyclage mécanique, mais bien sûr, il y a aussi tout ce qui est recyclage chimique. On a parlé de dépolymérisation tout à l'heure, de recyclage qui peut être aussi utiliser des catalyseurs tels que des enzymes, et tout ça ne peut être mis en œuvre que si en amont on a réussi à avoir des procédés de tri très efficaces, et on peut s'appuyer là-dessus sur les automates, l'intelligence artificielle et les systèmes embarqués. Enfin, eh bien, donc vous pouvez nous retrouver sur le stand des Carnot, des différents Carnot, et on pourra discuter avec vous sur tous ces aspects. Donc là, vous avez la liste des 14 Carnot qui ont permis de constituer les offres, le panel d'expertise qu'on vous a présenté, et on vous attend tous sur nos stands respectifs. Donc merci aux Carnot pour leur invitation. Je suis Laure Hugonnet, directrice innovation du pôle de compétitivité Accélera. Donc le thème de la conférence aujourd'hui, c'est la contribution de la chimie à l'économie circulaire des plastiques. Je vais axer mon propos sur la collaboration et l'intérêt de la collaboration entre le public et le privé sur cette thématique, et plus précisément sur le sujet du recyclage chimique, qui est une des dimensions de l'économie circulaire des plastiques. Il fallait choisir un thème, c'est celui-ci qu'on a choisi. Donc vous dire que Accélera est un pôle de compétitivité. Vous connaissez certainement les pôles qui ont maintenant 15 ans d'existence, pôle de compétitivité. On est une cinquantaine sur le territoire national, issus d'une politique d'État. Accélera, c'est le seul pôle qui fédère les industriels de l'industrie chimique, et le seul pôle généraliste en environnement au niveau national, où on va travailler sur l'eau, l'air, les sols et les déchets. En bref, donc Accélera a un territoire de base qui est Auvergne-Rhône-Alpes. Nous sommes une association, comme tout pôle de compétitivité, une association dont la mission est d'accompagner le développement économique. Donc nous sommes soutenus dans notre fonctionnement par les pouvoirs publics, en premier lieu la région et également les grandes métropoles régionales. Nous sommes un réseau aujourd'hui de l'ordre qui fédère environ 400 adhérents. Ces adhérents sont pour 2/3 des entreprises. On va retrouver tout type d'entreprises dans le réseau, de la start-up au grand compte, et également 1/3 d'académiques. Et la synergie entre laboratoire et entreprise est un des moteurs principaux de notre fonctionnement. L'association est soutenue politiquement par des membres fondateurs qui ont porté le dossier Accélera, et ils continuent aujourd'hui à s'impliquer dans la gouvernance du pôle. Donc nos membres fondateurs et également membres premium sont des grands comptes de la filière chimie-environnement. Et mentionner également la place du CNRS, qui est impliqué en tant que membre fondateur et membre de la gouvernance du pôle, qui est une spécificité d'Accélera.
il est important quand on se pose la question de savoir quel pôle de compétitivité, qui est de savoir la différence entre les pôles. Souvent, on nous pose la question, c'est quoi la différence entre Accélera, entre Polyméris, et en région, on a 8 pôles de compétitivité. Ce qui fait un pôle, c'est sa thématique et c'est surtout son réseau. Quels acteurs retrouve-t-on dans le réseau Accélera ? Eh bien, en termes de typologie d'acteurs, on va retrouver chez Accélera des acteurs de la production de matières premières et d'énergie. On va retrouver des acteurs de la production de produits chimiques, de matériaux et de matières recyclées. Également des manufacturiers, des entreprises de la collecte, du traitement et de la valorisation des effluents et déchets. Et l'ensemble des sous-traitants de ces sites industriels. Donc on va trouver des équipementiers, instrumentalistes, ingénieuristes, entreprises proposant des services à l'industrie et une communauté forte d'entreprises proposant des services en environnement. Les laboratoires académiques qui sont impliqués dans notre communauté ont plutôt des compétences dans le domaine du génie chimique, de la chimie fine et également en ingénierie environnementale. Notre métier, comme je l'ai mentionné, c'est d'accompagner le développement économique, d'accélérer le développement de nouvelles solutions, nouveaux procédés, nouvelles technologies, en réponse à des grands enjeux sociétaux. Et pour ce faire, on travaille sur 4 leviers. En premier lieu, la mise en réseau. Les pôles ont été créés pour favoriser la recherche collaborative et notamment la mise en relation entre les laboratoires et les entreprises. Le deuxième levier, accélérer l'innovation. Donc le pôle accompagne ses adhérents dans le montage de projets et également la recherche et la mobilisation de financements publics. Tout un pan d'aide pour accompagner la croissance de l'entreprise avec notamment un dispositif d'accompagnement pour les premières levées de fonds des startups. Et pour finir, nous assurons la promotion et représentation de nos membres. Et je vais faire un joli exercice puisque je vais vous parler de beaucoup de leurs projets dans la suite de ma présentation. Donc on ne travaille pas sur tous les sujets. Je vous ai parlé de chimie et environnement. Qu'est-ce qu'on appelle chimie et environnement ? Pour nous, on a 5 axes stratégiques de développement. Ils reprennent le cycle de la matière et au niveau des thématiques font bien écho aux propos introductifs. En premier lieu, au niveau des projets que l'on souhaite accompagner, il s'agit de favoriser la transition vers des matières premières renouvelables. Donc accompagner la transition d'une chimie pétro-sourcée vers une chimie biosourcée. Et également, les sujets de transformation du CO2 nous intéressent particulièrement et sont d'actualité. Le deuxième axe, l'usine éco-efficiente. On a parlé de procédés éco-efficients. Comment faire que l'industrie développe des procédés plus compétitifs et également plus respectueux de l'environnement. Le troisième axe vise à accompagner le développement de projets de développement de nouveaux produits chimiques de performance pour les filières industrielles, avec toujours une interrogation sur la performance environnementale de ces approches. Le quatrième axe vise à accompagner la valorisation des déchets et sous-produits. Donc il s'agit ici de projets portés par des équipementiers du recyclage, des recycleurs historiquement, et on va le voir maintenant par des chimistes qui s'emparent pleinement de la thématique du recyclage des plastiques. Pour finir, la préservation et restauration des ressources naturelles est un sujet d'importance pour nous. L'idée est d'accompagner le développement de l'industrie, mais si l'industrie impacte les écosystèmes, nous concourons à remédier à l'eau, l'air ou le sol qui aurait pu être impacté. 3 dimensions transversales qui sont importantes et pleinement dans le thème d'aujourd'hui. Le numérique, l'éco-conception, favoriser la prise en compte de la fin de vie des produits au moment de leur développement, et également la circularité. Accompagner l'ensemble des initiatives pour une sobriété matière, une sobriété sur les flux, et également le recyclage matière, recyclage de l'eau, et on peut aller jusqu'à accompagner le recyclage des sols sur certaines thématiques. Donc je vais vous parler du recyclage chimique des plastiques et matériaux composites. On est fin 2021. Nous, on a souhaité interroger notre écosystème sur cette thématique en 2018, en se disant que chez Accélera, on avait certainement le bon écosystème pour adresser cette thématique, parce que, comme je l'ai mentionné, au cœur du pôle, on a l'industrie chimique, mais on a également les recycleurs. Donc des recycleurs qui nous parlaient de la difficulté de trouver des solutions au recyclage
plastique, et puis nos chimistes qu'on n'avait pas interrogés sur la thématique. Donc nous, quand on veut savoir et voir si une thématique intéresse les choses et favoriser l'émergence de projets, on essaie de faire se rencontrer les adhérents. Et donc on a organisé le premier événement au niveau national sur la thématique des plastiques, et le titre avait été bien choisi. On a décidé de le reprendre aujourd'hui. Il s'agissait de la contribution de la chimie au recyclage des plastiques. Déjà, il y a une centaine de personnes qui se sont déplacées, des acteurs qui sont venus de partout sur le territoire national pour assister à cette première manifestation où le propos introductif était vraiment de sensibiliser les chimistes à la réalité du recyclage plastique. Des approches en 2018 essentiellement par voie mécanique. Et on avait demandé au syndicat des recycleurs plastiques de venir expliquer aujourd'hui les limites en fait, de leurs approches et leurs besoins technologiques pour attirer l'attention des industriels de la chimie qui se sont mobilisés ce jour-là. À cette occasion, il y a eu peu d'approches qui avaient été présentées. On avait fait intervenir Petcor, par exemple, pour plutôt nous présenter des actualités, des choses qui se développaient au niveau européen. 2 ans plus tard, on a voulu savoir où en étaient nos adhérents sur le sujet, et force est de constater qu'ils se sont mis en mouvement et qu'ils ont pris la balle au bond. Avec l'organisation d'un webinaire sur le recyclage chimique et un webinaire académique, on a souhaité faire intervenir 3 laboratoires locaux pour présenter leurs approches sur la thématique. Une quarantaine de participants, 100% d'industriels, avec une quantité de questions impressionnante, donc qui montrent l'appétence de l'écosystème industriel sur ces approches-là, et aussi une attente vis-à-vis de l'écosystème académique sur la proposition de solutions. Pour finir, une deuxième journée, fin d'année dernière, où on a fait recyclage chimique des plastiques, le retour, on va dire. Et force est de constater qu'à cette occasion, on a eu des présentations d'initiatives. Ça y est, la machine à projet s'est mise en marche avec des interventions de différents types d'acteurs qui présentent leurs initiatives, et j'en rapporte ici quelques-unes. On peut constater qu'aujourd'hui, des approches, des projets de développement de solutions, de dépolymérisation ou de recyclage chimique sont portés par des acteurs de toute taille, des startups. Et j'ai invité Raouf Medigmag à intervenir pour vous présenter son projet. Des startups, des grandes entreprises, des PME, et également on peut remarquer qu'on a systématiquement une synergie et une implication des laboratoires aux côtés des industriels. Donc je vous rapporte quelques exemples d'adhérents qui aujourd'hui portent des initiatives dans notre communauté. Vous avez certainement entendu parler de Carbios, qui travaille sur le recyclage du PET par une approche de dépolymérisation enzymatique des polymères, avec 2 étapes importantes dans le développement de la société. En 2020, 2 premières bouteilles PET qui ont été reformulées à partir de 100% d'acide téréphthalique purifié, recyclé. Et cette année, le lancement opérationnel de leur démonstrateur industriel, donc Carbios, une entreprise de petite taille, mais qui est en train de grandir rapidement. Un autre exemple, la société Polyloop, qui est une start-up. Dire que les startups sont souvent issues de l'écosystème académique. Dans l'équipe de Polyloop, on compte d'anciens doctorants qui sortent de l'IMP. Polyloop développe une technologie de recyclage de composites. Donc il s'agit d'unités dites encapsulées, où il s'agit d'unités de recyclage clé en main. L'idée, c'est d'amener l'unité de recyclage vers le gisement, au plus près donc, du gisement industriel. Donc on n'est pas dans des approches de densification de gisement et de grosse unité. Là, on est plutôt sur un procédé qu'on amène vers le gisement. Un autre exemple, un projet collaboratif, celui-ci, qui a été financé via un guichet qui s'appelle PSPC Région. Le projet Repos a pour objectif le développement de procédés intensifiés de dépolymérisation de polymères silicone. Un projet porté par Elkem et qui associe également les sociétés Activation et Processium, qui sont 2 PME bien connues en ingénierie chimique au niveau local, et également 2 laboratoires, l'IMP et le CP2M. Alors, ça ne marche plus. Ça marche, ça y est. Vous dire aussi que nos adhérents vont se ressourcer, se financer au niveau européen. On a parlé de financement européen précédemment. Et l'Europe ouvre un certain nombre de guichets et de lignes pour accueillir des approches de ce type. Je vous ai rapporté ici 2 projets européens d'envergure
qui associe nos adhérents, le projet MMA2, qui implique notamment Arkema et Speichim Processing. Il y a bien sûr une kyrielle de partenaires européens à côté, mais moi je vous ai parlé de nos adhérents essentiellement. Donc MMA2, l'idée c'est de développer une filière de recyclage du PMMA. Et le projet Black Cycle, porté par la société Michelin, qui associe au niveau national Aliapur, Lineris et également le pôle Accélera, qui est partenaire de ce projet, qui est un projet ambitieux qui vise à pouvoir refaire des pneus à partir de pneus et donc de créer une grande économie circulaire autour des pneumatiques. Je vous ai donné quelques exemples. Vous avez pu voir que déjà, il y a un certain nombre de projets. Je n'ai pas été exhaustive dans les initiatives qu'on a pu voir au niveau du pôle. En conclusion, je souhaite mentionner qu'on a aujourd'hui, autour de cette thématique du recyclage chimique, une dynamique d'innovation qui s'est mise en marche et qui est largement basée sur la collaboration public-privé. Mentionner également que quand on travaille sur les aspects d'innovation et qu'on a une grande dynamique, une grande effervescence, il peut y arriver que des projets se montent sur les mêmes thématiques. Je pense qu'il est important à un moment de réfléchir à peut-être identifier des gisements qui aujourd'hui seraient prioritaires. Je pense qu'il y a certaines thématiques qui aujourd'hui commencent à être bien travaillées, notamment le PET. Sachez qu'il y a une étude en cours qui est lancée par l'ADEME sous l'égide du comité stratégique de filière chimie pour pouvoir identifier les gisements qui seraient les plus propices à accueillir des approches de recyclage chimique. Un troisième point qui a été mentionné, attention à bien raisonner et à penser éco-efficience et également interroger, je pense, le bilan de carbone de ces approches. L'idée, c'est bien de vouloir faire du recyclage, mais il faut s'interroger de savoir si on ne va pas générer plus de CO2 en allant chercher des gisements à droite, à gauche. Donc il y a vraiment une réflexion globale à avoir sur ces approches-là. Je souhaitais mentionner aujourd'hui le fait que Accélera travaille activement et accompagne ses adhérents sur cette thématique, et qu'on souhaite aller renforcer encore ce sujet et que nous venons de lancer une collaboration avec le pôle de compétitivité Polyméris qui rassemble plutôt les acteurs des polymères et des caoutchoucs pour accélérer le développement de technologies et les synergies. Et mon dernier message est de dire laboratoire, si vous développez des technologies, n'hésitez pas à vous faire connaître d'Accélera pour que nous puissions favoriser la mise en relation avec les adhérents de notre pôle. J'en ai terminé. Je vais passer la parole à Raouf Medimag, qui est un adhérent d'Accélera, donc voilà, et qui va vous présenter son initiative. Peut-être pour celui-là. Merci beaucoup, Laure. Voilà. Alors, à Recycle It, on commence toujours par dire cette phrase « Don't throw plastic, recycle it ». Il ne faut pas jeter le plastique de notre point de vue, il faut le recycler, d'où le nom de notre entreprise. Et au fait, nous, on a une ambition, c'est de faire de l'utilisation du PET une utilisation la plus éco-efficiente possible avec une solution bas carbone. Mais ça commence à partir d'une problématique qui est la suivante. Comme vous voyez, dans la première image, il y a seulement 30% des plastiques qui sont collectés, qui sont recyclés. C'est-à-dire sur tout ce qu'on collecte, il y a 30% qui sont recyclés et le reste est incinéré. Je ne vous parle pas de ce qui se passe à la trappe. C'est des chiffres officiels des études de Plastic Europe, ADEME, etc. Maintenant, je vais, par effet entonnoir, aller vers le PET, les PET difficiles, qui, quand ils ne passent pas certains critères de recyclage mécanique, quand il s'agit de barquettes, par exemple, la bouteille d'eau, c'est très bien, ça passe super bien. Quand c'est d'une barquette, quand c'est coloré, quand c'est des textiles, ça ne passe pas au niveau des procédés de recyclage mécanique, et ça fait une perte sèche parce que c'est soit enfui, soit incinéré. Ça ne pourra pas continuer de toute manière, surtout s'il y a des solutions efficaces qui vont émerger. Et d'un autre côté, il y a une forte demande maintenant en RPET, en PET recyclé. On a estimé, d'après les études et des rapports, par exemple la Fondation Ellen MacArthur, elle dit qu'il y a un engagement public des fabricants de boissons alimentaires, etc., d'utiliser 5 millions ou 5,5 millions de tonnes de PET d'ici 2025. Alors, au niveau du textile, c'est encore plus impressionnant, c'est 17 millions de tonnes de commitment, d'engagement public. C'est des choses qui sont publiées dans des rapports que vous trouverez sur Internet.
Et là, ça nous dit qu'il y a vraiment un marché. Donc, il y a un market pool qui fait que, eh bien, faut essayer de développer des solutions plus originales, complémentaires. Et donc, il y a des choses qui sont très très bien faites via recyclage mécanique. Il y a des choses qui ne peuvent pas être faites par cette voie. Eh ben, elles peuvent être faites par d'autres voies telles que le recyclage chimique. Là, j'ai trouvé cette slide super intéressante. J'ai sorti d'une étude de Plastic Europe. Là, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais en tout cas, ça montre que sur 10 ans, il y a une évolution de la manière dont on est en train de traiter les plastiques en France. Donc, ce qui est en rouge, c'est l'enfouissement. Ce qui est en vert clair, c'est la récupération d'énergie par incinération. Et ce qui est en vert foncé, c'est le recyclage. La bonne nouvelle, c'est que les deux dernières voies sont en progression. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est toujours la récupération énergétique qui l'emporte. Et c'est dommage parce que c'est de recyclage, d'accord, on retire de l'énergie, mais ça ne se fait qu'une fois. C'est une matière qui part à l'incinération, qui n'est pas récupérée. Nous, notre ambition, si ça veut bien marcher, voilà, c'est de réduire l'impact de l'utilisation du PET en proposant une solution de recyclage qui soit durable, circulaire, mais surtout bas carbone, comme mentionnait Laure. Il ne faut pas créer plus de CO2 qu'on le produit. Et la chaîne de valeur qu'on a identifiée, elle suit à peu près la même logique. Du moment que nous, on part d'un principe simple, le recycleur mécanique, comme je vous l'ai dit, il va avoir des déchets de PET non recyclables. Il va avoir du mal à les recycler. Recyclite se propose d'amener une technologie de dépolymérisation pour recycler chimiquement ces PET-là. Et donc, une fois qu'elle aura récupéré les building blocks, les monomères, elle fera une alliance stratégique avec un fabricant de résine PET ou toute autre résine faisant appel à ces monomères. Et donc ça sera un fournisseur de technologie de repolymérisation pour reboucler la boucle et avoir une résine 100% recyclée. Voilà. Cette résine 100% recyclée, elle a son marché, comme je vous montrais tout à l'heure, parce qu'il y a un engagement et surtout il y a une réglementation européenne qui va obliger d'ici 5 ans à inclure de 30 jusqu'à 50% de plastique recyclé dans les emballages. Et donc là vient le end user, donc ça va être les grands noms, les grands fabricants de boissons, voilà, les textiles, etc. Une fois que ce plastique a été mis en forme, utilisé, il va être jeté à la benne, il va être collecté, retrié, et c'est reparti pour un tour. Et donc vous voyez quand même dans notre chaîne de valeur, il y a une cycle vertueuse circulaire. Alors, de la même manière, notre procédé, il suit la même logique. Donc, vous imaginez qu'il y aura des déchets collectés ou post-industriels, parce que ça peut s'adresser aux deux acteurs, hein, qui ont des déchets qu'ils veulent valoriser. Et nous, on va récupérer via une technologie basse, avec une basse température et une pression atmosphérique, c'est ça qui est important aussi. On va récupérer deux briques, le DMT, donc l'ester de l'acide tariphthalique, et le monoéthylène glycol, qui pourront ensuite, suivant certains critères de pureté, servir à refabriquer de la résine vierge pour de l'application alimentaire. Il y a un certain marché de 15 millions de tonnes, qui pourront servir à fabriquer une résine technique, je vais citer un exemple plus tard, ou qui pourront servir pour fabriquer de la résine pour fibres textiles. Et une fois les deux familles là, que je vous présente ont été consommées, ont été recollectées, et c'est reparti pour un tour. Tout ça toujours dans un cercle un peu vertueux. Alors, bref, slide sur notre historique. Effectivement, en 2018, et je fais un peu le parallèle avec Laure, donc effectivement, en 2018, on avait un constat, on avait réfléchi avec mon cofondateur et qu'il fallait trouver une solution. On est tunisien, je suis tunisien d'origine, on a de belles plages, mais toujours polluées avec du plastique. Je pense qu'on n'est pas le seul pays. En France aussi, enfin partout. Et on a dit qu'il faut qu'on essaye du moins d'apporter une brique, si possible, à l'édifice de la résolution de cette problématique de déchets. Et c'est comme ça que Recyclite a été créé en 2019, avec le dépôt du premier brevet et premier test, un peu, prototypage. Et en 2020, les choses se sont accélérées avec Accélera, qui nous a labellisé un projet qu'on a soumis. J'ai choisi de vous en parler aujourd'hui. C'est un projet collaboratif entre un industriel et un acteur académique. L'industriel, c'est IVA, Essex, qui est dans la région de Meyzieu, et IMP INSA, le labo incontournable.
Grâce à ce projet qui a été financé par la région et BPI France, on a pu monter un projet collaboratif pour accélérer le développement de notre procédé. Et aujourd'hui, on est à un stade de prototype de 20 litres, un deuxième brevet, et on est en cours de monter en échelle pour atteindre un pilote plus conséquent. Alors le projet SoftDPET, il s'appelle SoftDPET, c'est une approche très originale, parce que je reprends un peu le schéma de tout à l'heure. Effectivement, si vous prenez les plastiques, vous produisez du DMT ou du MEG, mais pour réutiliser votre DMT, il faut le qualifier, il faut l'analyser. Il faut montrer qu'il est pur, et c'est ce qu'on fait avec l'IMP INSA. On a accès à des moyens très très poussés, comme vous le savez, RMN, GPC, DSC, etc. Pareil, l'IMP nous aide à mettre au point une voie de synthèse pour refaire du RPET à 100%, et ensuite monter à l'échelle plus grosse, comme je vais montrer dans la slide d'après. De l'autre côté, on doit valider la qualité de notre DMT avec un industriel, parce que c'est bien beau de faire ça dans d'autres startups avec l'académique, mais il faut toujours le cachet de l'industriel qui dit « ça correspond à mes specs ». Et c'est ce qu'on fait avec IVA. Passer les tests qualité du monomère, il va utiliser notre monomère pour faire une résine à l'échelle de son labo. Il va valider la qualité de cette résine, il va dire que ça correspond à mes specs, et ensuite on passe au scale-up. Donc au niveau de l'IMP INSA, comme vous voyez, on passe de la centaine de grammes, là c'est un petit montage qu'on a monté avec IMP INSA pour repolymériser à peu près 200 grammes de résine, pour montrer que la voie elle est plausible. Une fois qu'on a validé, on peut tester comme ça en microtube plusieurs grades de DMT. Une fois qu'on a une touche, on va aller vers le gros prototype de 7,5 litres, comme vous voyez ici. C'est quand même une grosse bête, que nous, on n'a pas les moyens de se payer, mais grâce à ce projet-là et grâce à la collab avec IMP INSA, on pourra fabriquer, comme vous voyez, des résines là en bas, et on pourra s'amuser. Donc c'est ce qu'on fait l'IMP. Ils se sont amusés à changer les voies, les catalyseurs pour atteindre ces granulés de PET. Donc très très prochainement, on va repolymériser 4 kg de notre DMT en voie 100% PET. Avec l'IMP, pareil, avec l'IVA, pareil, on a commencé à centaines de grammes. Ensuite, on leur a donné 1 kg. Ils ont réutilisé 1 kg de DMT pour faire de leur résine, qui est juste suffisant pour faire des tests d'émaillage sur une bobine. Contrôle qualité VS un DMT commercial. Et donc, ils ont challengé notre DMT par rapport à un DMT commercial, et on a passé les specs. Donc ça, c'était une très très bonne nouvelle. Donc on a validé la qualité de notre DMT à l'échelle industrielle ou environnement simulé. Pourquoi on est innovant? Parce que, comme je vous ai dit, il faut une pureté quand même assez élevée, et on arrive à obtenir un DMT jusqu'à 99% de pureté, dans des conditions très très douces. Donc, température ambiante, ça marche, mais pour des raisons de cinétique, il faut chauffer un tout petit peu, pas trop, juste pas plus que 65 degrés. Et c'est important de le mentionner, parce que les procédés de méthanolyse ou de glycolyse classique, ils vont chauffer jusqu'à 4 fois ou 5 fois plus haut. Donc notre contribution en termes de chauffage, elle est 4 fois inférieure, et en termes d'étapes, en 3 à 4 étapes, on peut obtenir le DMT pur. Ce qui est aussi simplifie énormément le procédé par rapport à ce qui existe dans la concurrence. Vous allez me dire, est-ce que ça marche? Surtout, on essaye en tout cas. C'est pour ça qu'on dit Recycle it, yes we can. Donc c'est notre slogan. Comme vous voyez à gauche, là, tout ce qui ne passe pas au niveau des procédés mécaniques, nous on prend et on se challenge. Donc c'est des barquettes, c'est du textile, c'est des colorés, c'est des films. Tout ça, ça n'est pas recyclé aujourd'hui. Grâce à notre technologie, on peut toujours retrouver le même monomère. Donc c'est toujours la jolie poudre blanche, c'est le DMT qu'on obtient. Là, je finis par une petite slide pour vous présenter notre équipe. Donc moi-même, je suis professeur en fait. Donc je jongle, je suis académique, je suis chercheur, mais toujours été passionné et porté par pouvoir appliquer mes résultats. Et donc j'ai décidé depuis 1 an et demi de me consacrer à l'aventure Recycle It. Mon cofondateur et frère accessoirement, qui est entrepreneur déjà, donc ça a une casquette entrepreneur, donc c'est très utile pour nous. Explorer, c'est une boîte qui est aussi membre d'Accélera, qui travaille activement dans l'analyse des gaz. Et notre jeune équipe R&D, donc on a un jeune docteur recruté, fraîchement recruté, Ayoub Elmedi, et Théo Fourdin, qui est notre R&D, notre technicien R&D. Je pense que j'en ai fini. Oui, merci beaucoup pour votre écoute.